Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour. Bonjour David. Toujours associé chez Mon Financier et toujours éditorialiste sur BFM Business. Aujourd'hui, jour de BCE. On ne va pas y couper, on a parlé toute la semaine. Bon, le problème, c'est qu'on enregistre, évidemment, on est en direct sur Boursorama, avant, encore une fois, les annonces de la BCE. Mais ce qui est sûr, c'est que les marchés sont suspendus aux lèvres de Mario Draghi. Les cadeaux de Noël sont attendus avant l'heure. Il faut dire que le président de la BCE, bientôt sortant, avait largement balisé le terrain, suscité de fortes attentes cet été, on s'en souvient, au travers de ses différents discours. Est-ce qu'elle n'est pas condamnée, malgré tout, la BCE, à décevoir, tant les marchés ont déjà anticipé ce qu'elle aurait pu ou ce qu'elle va annoncer? J'ai envie de vous dire oui et non. En fait, bon, c'est le pot de départ de Mario Draghi. Il voulait faire un feu d'artifice, il ne va pas pouvoir le faire. On a vu qu'il y a eu beaucoup au sein même de la Banque Centrale Européenne qui disent attends. Des dissensions. Des dissensions, et puis dire bon, c'est pas parce que tu t'en vas qu'on va faire la grande fête maintenant, et puis que nous, on n'aura plus de cartouches derrière, il faut en laisser un peu. Je pense qu'on sait déjà, le marché sait déjà qu'il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il va vouloir faire. D'où la hausse des taux longs depuis quelques jours. D'où la hausse des taux longs un peu, mais limitée. Ouais. Mais surtout, en fait, je vais peut-être vous décevoir, David, mais je pense que malheureusement ou heureusement, c'est plus le sujet pour les marchés. Je vais vous surprendre parce qu'on est déjà passé à autre chose. Il y a une nouvelle musique. C'est-à-dire qu'on a compris aujourd'hui que globalement, les banques centrales ont fait, c'était la phrase de Mario Draghi, whatever it takes. Donc, elles vont continuer à faire tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire mettre de l'argent dans le circuit, baisser les taux d'intérêt, refaire tourner la planche à billets. Donc ça, il n'y a pas de risque sur ce sujet-là. Que ça se fasse aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, on va continuer. Sauf qu'elles ont compris une chose, c'est que maintenant, c'était de moins en moins efficace. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des taux d'intérêt à moins 0,70 en Allemagne à 10 ans et à moins 0,40 en France, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On peut encore mettre de l'argent, mais ça ne sert plus à rien. Et on est passé à autre chose, et je sens cette musique sur les marchés depuis quelque temps, qui explique aussi ce regain d'optimisme depuis quelque temps. C'est qu'on est en train de nous dire, et ça venait surtout du discours de Christine Lagarde, c'est attention, nous on va faire whatever it takes, les banques centrales, on continue, baisse des taux, taux négatifs, tout ce que vous voulez, l'argent que vous voulez, mais maintenant il faut faire de la relance. Et je pense que le vrai sujet pour les marchés aujourd'hui... Les États, les budgets, la politique budgétaire. Et on a même, vous savez, on parlait des Abenomics, les 3 flèches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés se disent, il y a 3 flèches. Il y a eu la première, c'est la baisse des taux et le quantitative easing. Là, on est allé au bout de l'exercice. Ouais. Le rouleau, il est largement... Alors, vous avez raison, Mario Draghi peut encore annoncer des trucs, on sera déçu, pas déçu, mais on est au bout du rouleau. Franchement. Il ne faut pas faire confiance à la créativité, encore une fois. Monétaire, qui l'eût cru il y a 10 ans. Je suis d'accord. On ferait tout ce qui a été fait. Mais on est au bout du rouleau. On va peut-être encore inventer un petit trick et une petite ruse. Donc cette première flèche, on l'a tirée et le marché a anticipé que finalement on ne pouvait pas tirer beaucoup plus dessus. La deuxième flèche qui est nouvelle, qu'on entend depuis quelques temps, c'est la relance budgétaire. C'est-à-dire le discours consiste à dire maintenant les États peuvent y aller. Surtout, ça dépend lesquels, pardon, ça dépend lesquels. Mais non, malheureusement David, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il y a une prime au cancre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui est tellement aberrante que si vous faites du déficit, vous créez de la dette et vous gagnez de l'argent. Ouais. Si vous faites du déficit, vous créez de la dette et vous gagnez de l'argent. La musique qu'on entend, c'est arrêter de nous ennuyer avec ces 3%, arrêter de nous ennuyer avec les excédents budgétaires. Vous n'allez pas un peu vite, encore une fois? Non, parce que cette musique, on l'entend en Allemagne déjà, ouais. Ça y est. Cette règle un peu de l'équilibre, on sent qu'elle en... Alors eux, ils ont le droit. Parce qu'eux, ils ont des économies, ils ont un excédent budgétaire, ils ont un excédent commercial, ils ont beaucoup d'argent. Donc eux, ils peuvent faire de la relance. Ouais. Seulement tout le monde... Tant mieux pour eux d'ailleurs. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Mais tout le monde... J'ai toujours eu du mal à comprendre comment une relance budgétaire en Allemagne, en relançant les infrastructures, ça allait pouvoir soutenir l'économie française. Par capillarité, à la marge, on aura les miettes. Il faut arrêter de penser que... Alors, j'ai envie de vous dire que c'est surtout un appel d'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Allemands vont le faire, mais eux, ils ont raison de le faire, ils peuvent le faire, ouais. Nous, on va dire, bah, attends, et si les Allemands le font... Sauf que nous, on est au mieux en 2020 à 2,2% de déficit public, ce qu'a dit Gérald Darmanin hier, et ce sera au mieux. Hein. D'accord, David, j'ai envie de vous dire, plus personne n'en a rien à foutre, ce n'est plus le sujet, avec des taux négatifs, avec un chèque en blanc des banques centrales. Christine Lagarde, qui n'a même pas encore pris ses fonctions, dit, bon écoutez, nous on est là, allez-y quoi. Ouvrez l'échiquier. Alors le pire, c'est qu'on a la troisième flèche, ça c'est la flèche ultime dont on entend parler depuis quelques temps, qui est un peu technique, qui est l'hélicoptère monnaie. Ouais. C'est-à-dire en gros, la BCE, pardon, je coupe, pourrait créditer directement
les comptes des Européens. Je crois que c'est Daniel Cohen, il y a quelques jours, qui disait, l'économiste, 1000 balles, 1000 euros. Oui, mais tout le monde dit ça maintenant, ça y est, c'est parti. Chaque Européen. C'est-à-dire que c'est le cadeau de Noël, votre bonus, votre 13e mois. Bah, ça ne sera pas le gouvernement qui va le donner, ni l'entreprise. Mais ça peut marcher, la question c'est qu'en feront les gens, s'ils le dépensent. Non, parce que l'idée, c'est que ça sera des bons de consommation. C'est ça la grande ruse. Pour pas que ce soit épargné. Bah oui, puisqu'on a bien vu, on a fait 10 milliards de cadeaux aux Gilets jaunes, et il n'y a que 3 milliards qui sont allés dans la consommation et 7 milliards qui sont allés dans l'épargne. Ouais. Donc on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc il faut donner une grosse déperdition. Quoi. Voilà, donc c'est la nouvelle idée, c'est les bons de consommation. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être. Attendez, mais vous avez plus d'historique et d'ancienneté que moi. Soyez pas désagréable. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? Bon, ok. Je vais vous dire, David. Une banque centrale vous finance des bons d'achat. Non, mais David, est-ce qu'il y a 3 ans encore, je vous aurais dit, il y a des taux négatifs et les Allemands laissent la Banque centrale européenne mettre en place des taux négatifs et faire tourner la planche à billets sans rien dire? On reste dans le très non conventionnel pour parler en langage de banquier central. Là, créditer les comptes. Pour moi, créditer le compte. Et en même temps, je pense que ça pourrait être, pour le coup, ça va ranimer l'inflation. Parce que le sujet de la BCE, c'est son mandat. C'est une inflation autour de 2%. On est à moitié moins, on est à 1%. Si vraiment elle veut atteindre cet objectif, on voit bien qu'il faudrait mettre encore, c'est continuer sur le même chemin, à savoir du QE, des rachats d'actifs. Ça, c'est la base. Ça, on va dire combien il faudrait en mettre pour passer de 1 à 2% d'inflation? C'est-à-dire que le marché se dit de toute façon, et c'est ce qu'on ressent en ce moment, c'est qu'on pensait que c'était terminé, c'est-à-dire l'angoisse, c'était de dire soit le QE va s'arrêter, bon ça on sait que c'est plus le cas, soit on va plus... Ça change quoi de remettre 30 milliards d'euros tous les mois de QE? Rien. Donc ça, les marchés l'ont bien compris. Que ce soit annoncé aujourd'hui. Sauf que maintenant, si on rajoute un peu de relance budgétaire, et si derrière... Mais c'est pas le choix de la BCE, ça. C'est pas le choix, c'est la pression de la BCE. Christine Lagarde est arrivée, elle n'a même pas fait son discours de démarrage, elle n'a pas démarré, elle a dit « Attention, nous, on veut bien continuer notre politique laxiste, mais maintenant, il faut ouvrir les vannes. » Donc, que je comprenne, donc ce que va annoncer aujourd'hui Mario Draghi ne sert à rien. Baisser le taux de dépôt de 10 ou 20 points de base. Éventuellement, même s'il annonce une relance des rachats d'actifs de 30 milliards d'euros par mois, ça ne servira à rien. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. On est au bout du système. Qu'est-ce que vous voulez faire plus que dire on emprunte en Allemagne à moins 0,70%, tous les taux sont négatifs, la France emprunte à taux négatif. Seulement le signal qu'on est en train de donner qui est dramatique. Pourquoi les boîtes n'investissent pas plus? Pourquoi les gens ne consomment pas plus, ne s'endettent pas plus? Alors ça, on est dans un problème. Là, on en a pour 5 heures, mais on ne va pas le faire. L'âne qui n'a pas soif, c'est ça? C'est la théorie de... Non, la théorie, c'est plus qu'une théorie, c'est qu'on est dans un environnement ultra déflationniste pour 3 raisons. La démographie, on est dans des pays qui vieillissent de plus en plus, donc qui consomment de moins en moins. La démographie est très déflationniste. La technologie est très déflationniste. Et la musique qu'on entend, l'autre musique qu'on entend, c'est la déconsommation. C'est ça la révolution sociétale. C'est de dire quand même... on consomme moins et on consomme mieux. Mais allez dire pour le commun des mortels, qu'on est en déflation, le panier moyen ne fait qu'augmenter sur les fruits et légumes. Pardon, on parlait comme Mme Michu, mais oui, la vie, on entend bien que la vie coûte de plus en plus cher. Après, et en même temps, on entend un truc, ah oui, le monde est déflationniste. On peut remettre en question tous les indices et les calculs des indices. On est en déflation. C'est-à-dire, quelles que soient les mesures qu'on prend, l'immobilier, ça coûte plus cher, les assurances, ça coûte plus cher, les dépenses contraintes, les dépenses non contraintes. Vous avez raison. Mais il se trouve que le résultat des courses, et on peut remettre en cause tous les indices qu'on veut, le résultat des courses, c'est qu'on est dans un monde déflationniste et ça s'explique. Et face à ça, on a essayé tout ce qu'on a pu faire avec les banques centrales. On ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire Mario Draghi, il peut faire un dernier feu d'artifice, mais on ne peut plus rien faire. Alors on va trouver une idée encore un peu absurde. Mais l'idée absurde ultime, c'est l'hélicoptère-monnaie. C'est-à-dire le jour où votre 13e mois... On y arrivera. C'est-à-dire que si on continue à être dans une économie... Pour moi, c'est un fantasme, c'est un truc qui vraiment... Mais David, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous ce qu'on disait, les débats qu'on avait ici même, sur comment les Allemands vont accepter des bons européens et racheter. Aujourd'hui, on rachète de la dette de pays qui sont lourdement déficitaires. C'est-à-dire que c'est devenu absolument incroyable. L'Allemagne a accepté l'idée que la Banque centrale européenne finance le déficit de pays qui ne réduisent pas leurs dépenses publiques. Oui, mais la BCE a tout fait pour que sa politique monétaire passe par le courroie de transmission des banques. Là, elle squeeze carrément les banques pour directement mettre de l'oseille sur le compte des gens. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, finalement, tout cet argent qui est déversé, cette masse d'argent qui est déversée, n'arrive pas là où elle doit arriver. Pourquoi? Parce qu'elle est stérilisée par le système financier, qu'elle alimente la hausse des actifs.
Elle alimente la hausse des actifs, la hausse de la bourse, la hausse de l'immobilier, on le voit bien, mais elle n'alimente pas la consommation. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens épargnent, pas peur de l'avenir, et d'autre part, on est dans une ambiance de déconsommation. C'est quelque chose de très important. C'est pas simplement une mode de millénial. Nous, enfin, je veux dire, il faut s'apercevoir du changement sociétal dans lequel on est. Les gens disent, il faut faire moins d'enfants, il faut moins consommer. Tout ça, ça a un impact. Bah oui. Je rebondis sur Christine Lagarde, quand elle est quand elle est auditionnée devant quelques députés au Parlement européen, elle dit il faut avoir conscience, ça va dans votre sens, des effets négatifs des politiques non conventionnelles. C'est intéressant d'entendre ça dans la bouche, encore une fois, de la future présidente de la BCE, parce qu'elle pointe du risque, quoi, sans le dire. Les risques seront une fois les bulles sur les actifs immobiliers ou actions, ce qu'on disait. C'est une réalité. Et c'est même plus un risque. Certains disent que non, quand on regarde les PER aujourd'hui. Quand on regarde la bulle immobilière, quand on regarde une partie de la population, rien qu'à Paris, on parle de Paris, mais on peut parler des autres villes, qui est obligée de s'exiler et de sortir de la ville parce que les prix sont trop élevés, on sait qu'on est dans une bulle. Quand on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à 110%, emprunter à 110% pour faire de la spéculation immobilière, parce que c'est de la spéculation immobilière et que la banque va vous financer non seulement le crédit à certains professionnels, mais aussi les frais afférents au crédit. Là, on est vraiment dans une bulle, ça me rappelle le début des années 90, on y était. Donc, je ne sais pas quand ça va exploser, ça explosera peut-être jamais, mais on est dans des conditions de bulle. Donc, ce que dit Christine Lagarde, elle a raison, elle dit maintenant, tout ce qu'on va faire de plus, à la limite, va être contre-productif. Donc, à partir du moment où... Elle balance la patate chaude... Non, elle ne la balance pas, parce qu'elle dit, moi, en plus... Je vous suis là-dessus. Je vous finance votre déficit. C'est-à-dire que votre déficit, c'est ça l'aberration, c'est dépenser plus pour gagner plus. C'est quand même quelque chose de nouveau. Un État qui a du déficit gagne de l'argent. Négatif, oui. Aujourd'hui, vous faites plus de déficit, eh bien, on va se financer à moins 0,40%, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent. Donc la balle est dans le camp des gouvernements européens. La balle est pour l'instant et on le sent, hein. Vous avez bien vu quand même le changement d'ambiance du gouvernement français. Réduction des dépenses publiques, on n'en parle plus du tout. Objectif de réduction du pourcentage du déficit, on n'en parle plus du tout. Et on va repartir sur les cadeaux de Noël. C'est parti. Et ça va être parti dans tous les pays, ça va être la même chose. Mais c'est pour la bonne cause, si ça peut relancer la croissance et l'inflation. Ah oui, si on oublie tous les concepts économiques, c'est-à-dire qu'on accepte... Est-ce qu'il n'est pas temps justement de les oublier parce qu'on est dans un nouveau paradigme et qu'on était peut-être parti pour des années, on va dire, de taux bas, taux négatifs, et que l'urgence, c'est plus d'avoir des comptes bien équilibrés? Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est en train de partir dans une fuite en avant totale, c'est-à-dire qu'on a un problème structurel qui est la déconsommation et la désinflation, voire la déflation, et qu'on y répond par une sorte de fuite en avant en mettant de plus en plus de fric dans le système sans réfléchir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ils sont massifs. Ouais. Encore un petit mot, avant de parler d'autre chose, de Christine Lagarde qui dit on doit être, nous, elle parle de la BCE, devons être attentifs. Elle dit nous ne devons pas être dirigés par les marchés, mais on doit les écouter et les comprendre. La ligne de crête, elle est quand même hyper étroite. La recherche, cet équilibre, on n'est pas encore une fois aux ordres des marchés, on n'est pas dirigé, mais on doit les écouter et les comprendre. C'est pas facile. Hein. Surtout, alors en Europe, c'est un peu moins vrai. Aux États-Unis, tout est drivé. La Banque centrale, on dit qu'elle est drivée par Trump, mais Trump étant lui-même drivé par les marchés, la Banque centrale américaine est drivée par les marchés. Et c'est quand même problématique, ça. C'est problématique. Aujourd'hui, l'intérêt des marchés n'est pas l'intérêt général. Aux États-Unis, un peu. Ah oui, parce que les effets richesse, le patrimoine des Américains dépend... notamment l'argent de la retraite des Américains et dans la bourse. Indexé sur la bourse. Donc oui, il se trouve que malheureusement... Ils n'ont pas un système à points, eux. Non, pas encore. Ils n'ont pas un système à points dégressif. Autre sujet, mais c'est intéressant, vous connaissez bien le marché américain, les boîtes américaines. Qu'est-ce que ça vous inspire? On parlait d'Apple hier, de la keynote, mais de la stratégie d'Apple, mais ce n'est pas le sujet. Apple qui a une trésorerie de 200 milliards de dollars, qui a emprunté, il y a quelques jours, la semaine dernière, 7 milliards de dollars sur les marchés. Pourquoi Apple? Mais on pourrait appliquer ça à d'autres géants, Coca ou Disney aussi ont levé de l'argent avec beaucoup de trésorerie. Pourquoi lever de l'argent alors que les trésoreries sont pléthoriques et que les investissements sont en recul aux États-Unis? Oui, alors là, on est totalement dans du montage et de l'ingénierie financière. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est le jeu de la fiscalité qui fait qu'aujourd'hui, rapatrier certains biens malgré
les mesures qui ont été prises aux États-Unis pour faciliter le rapatriement d'argent. Il vaut mieux laisser de l'argent là où il est, où il dort et où il n'est pas taxé, et emprunter de l'argent à des taux qui sont quasiment des taux extrêmement bas. Et pour l'instant, d'un point de vue fiscal, même s'il y a un arbitrage qui est négatif, en termes de taux, d'un point de vue fiscal global, c'est largement positif. C'est l'alpha et l'oméga, parce que moi je me suis dit, mais que de tout ce cash qui est amassé par les boîtes, au-delà, et j'ai même pas pensé à cette considération, alors que c'est la première évidemment fiscale, ça traduit aussi peut-être aussi la peur de manquer de cash si une nouvelle crise survenait. Il y a la mémoire du passé quand même, ça peut être utile qu'il c'est des opérations de fusion-acquisition à lancer, d'avoir du cash, ou ça traduit aussi peut-être un manque de projet d'investissement, avec des investisseurs qui n'ont pas compris qu'on est en taux négatif ou en taux très bas, qui restent dans l'idée que le WACC ou le ROE d'une opération doit rester de 15%, et c'est difficile aujourd'hui de faire du 15% avec des taux sans risque à je crois qu'on est zéro. dans des considérations de pure ingénierie fiscale et financière, donc je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Et puis, moi j'avais en tête les rachats d'actions. N'oubliez pas quand même que là on parle de boîtes qui ont certes beaucoup de cash, mais qui en génèrent énormément, donc elles n'ont pas de problématique de cash. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de problématique à se poser la question de se dire dans quelques années on peut être en difficulté. Elles n'ont pas des bilans tendus, elles n'ont pas de désendettement, au contraire elles ont de la trésorerie. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est ce qui va se passer sur les GAFA, parce que ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on sent très bien qu'aux États-Unis, on s'est tapé la finance pendant 10 ans, on n'a pas fermé de banques et on les a pas écrasées, mais on les a écrasées d'amendes. Et maintenant, c'est le tour. Donc, alors en Europe, on fantasme sur le fait qu'on va démanteler les GAFA, ce qui n'arrivera bien évidemment jamais, parce qu'on ne va pas démanteler la puissance américaine face à la puissance chinoise. Ouais. Par contre, on va les saigner. C'est-à-dire que je pense aussi qu'ils gardent un peu de trésorerie, parce que je peux vous dire que les amendes qui vont venir sur Google, Facebook, et qui vont aller directement dans les caisses de l'État, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir. Vous dites que ce n'est pas un problème aujourd'hui, la dette sur les entreprises américaines. Quand on voit qu'en depuis 10 ans... J'ai pas dit ça. Et la regorge de cash, les bilans sont sains. J'ai dit qu'on parlait des GAFA. Vous me parlez des GAFA, pardon. D'accord. Sur les GAFA, ok. Mais quand c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt pour le coup. Quand on regarde les autres, stock de dette, très gros arbre, stock de dette qui a pris 50% Absolument. Pour la dette américaine d'entreprise depuis 10 ans. Il y a la moitié de la dette corporate, je suis tombé sur le cul quand j'ai lu ce chiffre, la moitié de la dette corporate américaine qui notait triple B. Quand on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un cran juste au-dessus d'obligations pourries. La moitié de la dette américaine qui est un cran au-dessus, ça veut dire qu'au prochain retournement conjoncturel, mais bordel, il y aura des morts. Et c'est surtout, rappeler juste une chose, c'est que même la dette dite pourrie, les junk bonds, aujourd'hui, sont à des taux qui étaient les taux dont on rêvait il y a quelques années pour les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'elles continuent à emprunter à des taux extrêmement bas. Et qui ne couvrent pas le risque potentiel de pète à l'avenir. Oui, mais comme on est dans une anticipation, on revient à la discussion du début. Comme vous êtes dans un monde qui tend vers les taux négatifs, on considère que quand vous payez 2%, c'est déjà vachement bien. C'est déjà du high yield, du haut rendement. Bon, la boucle est bouclée. Donc on dit quoi? On dit que la BCE, quoi qu'elle annonce, les marchés financiers ne seront pas si déçus parce qu'ils ont compris que... Non, mais il y aura peut-être une baisse de 2%, une remontée, mais je crois sincèrement qu'on est passé à autre chose. Que les marchés ont compris qu'il ne fallait plus rien attendre. Je crois qu'on est passé à autre chose. C'est-à-dire que maintenant, le discours qu'on va attendre, moi je vous dis, dans les semaines qui viennent, le mot-clé, ça va être la relance. Ça ne va plus être le quantitative easing. La relance budgétaire, de manière concertée, on finit là-dessus, en pleine coopération des Européens, ou chacun faisant sa souplette dans son Avec la bénédiction de la BCE et avec la bénédiction de la Commission européenne qui va dire les déficits, on vous laisse tranquille. Mais à raison aussi, parce qu'encore une fois, l'inflation, on a comme une croissance, 1+ en zone euro, qui ralentit avec des problématiques géopolitiques qui sont quand même assez saillantes. Mais on est en décroissance en Europe. Donc, et donc, pour vous, il ne faut pas lutter contre ce phénomène ? Contre le phénomène, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une décroissance structurelle et on lutte avec des instruments qui sont des instruments conjoncturels. On a l'incendie de l'Amazonie et on est en train de balancer de l'eau dessus alors qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, on n'est pas en train de le traiter. Vous avez raison. C'est pas le message qu'envoient les marchés actions. Les marchés actions qui sont quasiment au sommet prouvent que... Les marchés actions, eux, ils ont un raisonnement qui est très simple, qui consiste à dire de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Donc quand les taux sont à moins 0,40 à 10 ans en France et à moins 0,70... Par défaut, il faut acheter des actions. Et que le rendement aujourd'hui, ce qui est quand même une nouveauté, le rendement des actions est supérieur au taux des emprunts d'État américains à 30 ans, ce qui n'est jamais arrivé, les gens ne se posent pas de questions. Ils disent que de toute façon, tant qu'il y aura du rendement sur les actions, on achète des actions. Parce que face à ça, si effectivement des croissances il y a, les profits des boîtes en seront affectés. Absolument. Donc il y a une contradiction. Hein. Non, il n'y a pas une contradiction, il y a un problème de timing. C'est-à-dire que le problème, c'est de se dire, à être trop intelligent
et à trop réfléchir, on perd les 15% de hausse qu'ont fait les marchés cette année, peut-être les 5% qu'ils vont encore faire d'ici la fin de l'année, j'ai aucune idée. Et donc aujourd'hui, soit vous raisonnez comme on raisonne, et vous prenez du recul et vous vous dites on est dans un monde en déflation, en décroissance, et donc au secours. Donc au secours, je sors des actions, et en même temps... Mais vous ratez les 10-15% qu'il y a chaque année, parce que les taux sont négatifs, que les banques centrales mettent de l'argent, qu'il va y avoir de la relance budgétaire, et qu'à la fin, les banques centrales vont vous donner votre 13e mois, vous l'envoyez directement avec un joli chèque à Noël. Ouais. Je ne suis pas dans la tête de Marc Fiorentino, mais je me dis que votre sentiment, c'est que tout ça va mal se terminer un jour. Vous avez un biais, oui, mais j'ai un biais dépressif? Non, surtout pas, mais j'ai pas de biais de timing. C'est-à-dire que j'ai appris avec l'expérience, et j'en ai payé le prix, que la macroéconomie ne permettait pas de déterminer le timing sur les marchés, surtout quand on rentre en territoire que les Américains appellent uncharted, c'est-à-dire dans des territoires totalement inconnus, où aujourd'hui, la base, j'ai envie de dire, si on devait retenir une seule chose, à partir du moment où on est rentré dans le monde des taux négatifs, tout ce qu'on a appris est à jeter à la poubelle. Avec peut-être l'incapacité, me disait Patrick Artus, d'en sortir. Parce que vu les stocks de dette, remonter des taux, une remontée des taux... Mais c'est surtout pas le sujet en période de déflation. C'est-à-dire que c'est... Et en plus, c'est pas le sujet. Bon, ben voilà, bon appétit si vous nous regardez. Merci d'avoir été avec nous. Marc Fiorentino, donc associé chez Mon Financier et éditorialiste chez BFM Business. Merci Marc. Merci David.